Et je fais le partage d'écran. Très bien. Alors, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire dédié à la santé et aux médecins généralistes, donc ayant pour thème les écrans. Donc, je suis Mélodie Santoul et je suis chargée de mission prévention à la CPAM. Donc, nous vous proposons aujourd'hui d'aborder la prise en charge donc, médicale des consommateurs d'écran en compagnie du docteur Bayard. Merci, docteur, qui est donc médecin généraliste et qui abordera plusieurs points. Donc, comme vous le voyez au niveau du sommaire, il y aura une première partie sur un constat et les données chiffrées, mais également les effets des écrans sur le développement des enfants et les recommandations qui peuvent être données et ainsi le rôle du médecin généraliste. Donc, l'intervention du docteur Bayard durera une vingtaine de minutes pendant lesquelles vos micros seront coupés. Toutefois, vous pouvez bien sûr interagir et poser vos questions dans l'onglet discussion de votre panneau de configuration. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Donc, ce webinaire est enregistré. Il sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn. Donc, je laisse maintenant la parole au docteur Bayard et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous, donc docteur Bayard, je suis médecin généraliste installé dans le Tarn, à Réalmont, donc dans une maison de santé depuis un certain nombre d'années. Je vais essayer de vous sensibiliser, je crois que vous l'êtes régulièrement sur la problématique des écrans qui ponctue nos consultations régulièrement et peut-être essayer de vous donner quelques repères et puis après on échangera effectivement sur peut-être des situations auxquelles vous êtes confrontés. Donc la première des choses, c'est le constat. Concernant la situation. Donc, quand on parle d'écran, on parle à la fois de télévision, on parle d'ordinateur, de portable, de tablette, de console. Ça concerne toutes les tranches d'âge de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Ce qu'on peut constater, vous voyez, même en tant que citoyen, c'est une montée en charge importante des réseaux. Ça a quasiment été multiplié par 3 la consommation au niveau des réseaux depuis ces dernières années et notamment la question des jeux vidéo avec les risques d'addiction. Donc, c'est un vrai problème de santé publique quand on va voir les conséquences sur la santé des enfants. En tant que professionnel de santé, médecin, mais aussi en tant que citoyen, nous sommes tous concernés. Et l'idée, c'est quand même de reconnaître les signes d'alerte, nous, et d'avoir ce réflexe écran. Penser toujours aux écrans là-dedans. On voit bien le gradient social, effectivement, avec des consommations plus importantes dans les situations à risque, isolées, problèmes de précarité, familles nombreuses, etc. Et voilà, toute l'idée, c'est de faire la distinction entre l'usage récréatif, l'usage utilitaire et finalement l'utilisation des écrans à un usage calmant. Donc, les écrans font partie de notre vie, il est important de les intégrer et donc d'aller vers une éducation au numérique. Et ça peut être en partie faire partie du rôle du médecin généraliste dans le cadre de l'orientation et l'accompagnement. Alors, quelques données chiffrées sur les moyennes quotidiennes des heures passées devant les différents écrans. Ça, c'est une étude qui date de 2017 de l'OFDT, de l'organisme de suivi des drogues en France. Globalement, ce qu'il faut que vous reteniez, à 11 ans, c'est dans les 5 heures par jour en moyenne. Et à 14-15 ans, on est à 8 heures par jour de consommation d'écran. Aujourd'hui, si vous voulez, le temps passé en moyenne par an devant les écrans, c'est 1000 à 1700 heures par an contre 850 heures à l'école. C'est juste une petite aparté. Mais retenez, quand vous avez un enfant de 11 ans devant vous, en moyenne, il passe 5 heures. Un enfant de 14, un adolescent de 15 ans, il passe en moyenne 8 heures. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui passent 2 heures, les autres en passent 2 fois plus. Ça donne un ordre d'idée.
Et après, bon, là, c'est en fonction des heures passées, en fonction des différents âges et consoles, écran, télévision. Mais bon, je veux que vous reteniez ce chiffre. Alors, ce qu'on voit, ça là, ce sont les équipements. Donc, c'est une étude médiamétrie qui est récente, qui date de 2000. Il n'y a pas l'info là-dessous, c'est 2018-2019, hein, donc sur les équipements, sur ce que font les familles. Donc, on voit globalement un équipement en télévision depuis la naissance avec une progression constante. Moi, ce que je voulais vous montrer à travers ce graphique, c'était l'équipement en tablette qui arrive très tôt, en fait, hein, très, très tôt. Et les tablettes, elles vont se retrouver même dans la chambre, en fait. Hein, donc, ça, c'est un élément quand même extrêmement important. Donc ici, c'est l'étude Esteban, c'est une comparaison entre l'étude l'ENNS et l'Esteban de 2017 et entre 2006 et 2015, pardon, sur la consommation, le pourcentage d'enfants et la consommation d'écran. Donc on voit une progression quand même très nette avec quasiment 1,5 fois plus de consommation d'écran et notamment d'enfants qui passent plus de 3 heures devant un écran par jour. Hein, donc, avec le cumul de tous les écrans. Et ça concerne tous les âges, hein, du plus petit aux adolescents aussi. Donc, c'est cette comparaison qui est quand même progression énorme. Et là, on se situe, vous avez entendu, avant le confinement, avant la crise Covid et avant le confinement. Donc, ça s'est encore aggravé avec la question du confinement. Donc ça, c'est Ipsos Junior, hein, c'est donc 2017. Donc là, c'est sur le temps moyen par semaine, hein, sur Internet. Et là, c'est quand même criant, toujours pareil, on est avant le confinement. Donc en 5 ans, c'est quasiment multiplié par 2. Et vous voyez sur la tranche d'âge de 1 à 6 ans, une consommation par semaine de 4h37 sur Internet. Entre 1 et 6 ans, c'est vraiment catastrophique. Cette diapo, donc, surtout pour montrer, donc vous voyez sur les diagrammes violet foncé, sur les jeunes disposant d'un appareil dans leur chambre. Donc, la télévision, l'ordinateur et la tablette, et la télévision et l'ordinateur sont présents dans 95% et sont utilisés de façon quotidienne. Quand on connaît le retentissement au niveau du sommeil, au niveau, c'est vraiment très, très important. Et quand vous verrez les recommandations, pas d'écran dans la chambre, donc ça montre qu'il y a vraiment un travail. Et en tout cas, nous, tous ces chiffres-là, ce n'est pas pour vous inonder, mais c'est aussi pour que vous ayez à la conscience là où il faut aller dans les questions. C'est-à-dire, y a-t-il, est-ce que votre enfant a un appareil dans sa chambre? Je veux dire, un adolescent qui vient pour des troubles du sommeil, première question à se poser, c'est est-ce qu'il consomme des écrans? Mais ça, bon, je sais que vous le faites, mais ayez conscience qu'ils ont l'ordinateur, la télévision et des tablettes et qu'ils en consomment de façon hebdomadaire régulièrement dans leur chambre. Alors, ça, c'est toujours pareil, c'est cette étude médiamétrie, donc relativement récente, où on montre toute la perception ambivalente des usages. Finalement, 43% perçoivent que c'est plutôt positif parce que ça l'aide à vivre, il faut qu'il vive avec son temps, ça éveille sa curiosité, ça lui apporte des connaissances, des ressources éducatives, et 79% pensent que ça va l'aider à développer sa créativité. On verra de notre côté les effets plutôt délétères de ce point de vue-là. En même temps, les 42% des parents sont plutôt inquiets et ça porte surtout sur le risque de dépendance et sur les mauvaises rencontres et les mauvaises fréquentations qu'ils peuvent avoir au cours de l'utilisation des écrans.
Voilà, donc globalement, si on fait un focus sur les enfants, les parents d'enfants de 0 à 2 ans, on voit quand même que récemment, si vous voulez, il y a une prise de conscience des parents des enfants de 0 à 2 ans avec une perception plutôt négative, ce qui n'est pas du tout le cas pour les parents d'adolescents. Hein. Donc, entre 7 et 14, il y a une étude aussi qui a été faite et qui montre qu'en fait, leur perception n'est pas aussi négative. Donc, prise de conscience de la part de ses parents entre 0 et 2 ans sur les risques de l'utilisation du numérique chez les petits. Alors, 2 adolescents sur 3 déclarent ne jamais éteindre leur téléphone. Hein, c'est ESCAPAD 2017, c'est sur les adolescents. Donc, ils ont leur téléphone portable collé lorsqu'ils dorment, ça on le sait. Mais aussi lorsqu'ils font leurs devoirs, hein, et lorsqu'ils révisent. Concernant le confinement, le bilan du confinement, un petit focus là-dessus, il y a eu forcément plus de consommation d'écran et donc une augmentation de la sédentarité au détriment de l'activité physique avec les conséquences que vous connaissez sur le poids et l'excès pondéral, l'augmentation du surpoids et de l'obésité. Donc avec une répartition d'activité sédentaire, donc il y a eu 50% d'activité sédentaire en plus de bilan confinement pour les 6-18 ans, avec une majorité sur la télévision quand même qui reste en tête, le surf sur le web, les jeux vidéo à égalité et les réseaux sociaux qui arrivent à 5 heures. Voilà. Alors, j'ai souhaité vous montrer cela pour dire que, en fait, quand même, les parents sont les 43% de parents qui s'inquiètent sur l'usage des écrans par leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de chercher des solutions. Donc, certains, ils ont consulté 36% trouver une solution numérique, en fait, à travers les blogs, à travers sur les sites Internet, sur voilà, tous les outils qu'ils ont pu trouver à travers les solutions numériques. 20% ont consulté une personne physique, dont un professionnel de santé. Et la solution jugée la plus utile, à 94%, c'est le professionnel de santé. Donc, vous êtes un professionnel de santé, une personne de confiance pour aborder, et vous êtes légitime pour aborder cette question, sans pour autant, j'ai bien conscience, ayant la même pratique que la vôtre, que nous avons des consultations surchargées, ce sont des questions qui prennent du temps, mais l'aborder, ce n'est pas forcément le prendre en charge, mais en tout cas, les aider à s'orienter, prendre conscience et entendre les difficultés des parents versus leur enfant. Focus très important sur la question de la pornographie, quand on connaît les dégâts de la pornographie. Et il y a eu vraiment une très, très nette exposition plus précoce à la pornographie. À 12 ans, près d'1 enfant sur 3 a été exposé à des contenus pornographiques. À 12 ans. 1 enfant sur 3, et de façon par inadvertance et des rencontres qui ont été très traumatisantes puisque ça s'est fait à l'insu du plein gré de l'enfant. 62% donc ont vu leurs premières images avant 15 ans, avant d'entrer au lycée. Et 82% des mineurs ont été exposés à des contenus pornographiques. C'est quand même, ça date de 2018, quand même des éléments extrêmement importants quand on connaît les risques traumatiques. Et c'est vrai que parfois, moi, ça m'arrive régulièrement quand je vois des adolescents ou des enfants qui arrivent bouleversés, on voit qu'il y a eu un changement du jour au lendemain. C'est une question que j'aborde de façon systématique. D'autres éléments, les effets collatéraux en fait des écrans, c'est les accidents, l'accidentologie, les accidents de voiture, 10 personnes qui meurent chaque jour ou sont grièvement blessées à cause d'une conversation téléphonique au volant.
Après, c'est tout ce qui concerne les risques de dépendance et d'évolution vers une addiction. Hein. Donc, ça concerne un adolescent sur 8, ça veut dire 3 par classe, hein, globalement, qui vont avoir un usage problématique et pour lesquels il va falloir, avec une addiction, c'est-à-dire une dépendance pour laquelle il va falloir vraiment mettre en place une aide médicale. La question des jeux d'argent, avec toutes les conséquences et la difficulté de prise en charge, c'est quand même 17%, comme ils ont un accès facile, 17% donc, des adolescents, 1 sur 8 de 17 ans qui déclarent avoir joué avec un jeu d'argent ou de hasard. Les problématiques des réseaux sociaux, hein, avec les dégâts que l'on connaît notamment chez les filles. Hein, donc, statistiquement, on sait que les études ont prouvé que plus de 2 heures de consommation d'écran par jour, d'écran de téléphone portable pour les filles, est associée à une augmentation du risque suicidaire et des idées suicidaires. Donc, première question, quand une jeune fille ne va pas bien, c'est de s'intéresser au nombre d'heures qu'elle passe sur le téléphone portable et lui donner de l'information à ce niveau. Voilà, donc la perte de contrôle. C'est bon. Alors, on va voir maintenant les effets des écrans sur le développement des enfants. Hein, sur le développement des enfants. Donc, les effets des écrans, ça va impacter le développement dans le domaine cognitif, donc troubles du développement, troubles des apprentissages, dans le domaine social, des troubles du comportement, des troubles des interactions, dans le domaine sanitaire, avec des troubles de la santé physique, et aussi dans le domaine émotionnel, gestion des émotions, santé mentale, dépression, anxiété. Alors, concernant, premièrement, je voulais vous parler, peut-être la précédente, si c'est possible, sur la question du langage. Hein. Donc, on sait que le temps passé devant les écrans, c'est un temps qui est volé aux apprentissages. Et ce sont les interactions pour les enfants avec les autres, l'environnement, qui favorisent le développement du langage. Donc, ce que l'on observe, ce sont des retards de langage et un appauvrissement du champ lexical. On sait que 2 heures d'écran, ça multiplie par 3 le risque de retard de langage. Concernant l'attention, alors sur l'attention, très important, donc il y a 2 types d'attention. Il y a l'attention volontaire, hein, c'est en situation d'apprentissage, l'effort de concentration, et l'attention involontaire, qui est un système d'orientation de la vigilance vers un stimulus. En fait, les écrans épuisent l'attention involontaire, ça capte l'attention, et au détriment de l'attention volontaire. Quand un enfant regarde 15 minutes, un petit regarde 15 minutes les écrans le matin, ça vide sa capacité attentionnelle, qui n'est pas très importante pour la matinée. Donc, très important aussi d'informer les parents là-dessus. On sait qu'1 heure de télévision par jour multiplie par 2 le risque de déficit attentionnel. Après, il y a aussi des effets sur la lecture. On sait que l'apprentissage de la lecture, c'est en fonction d'habitudes précoces, les histoires le soir. Il y a une notion de motivation, de goût de l'effort, de capacité attentionnelle. Et donc, le temps volé à la lecture, ça multiplie par 3, en fait. Le temps passé devant les écrans, c'est du temps volé à la lecture. Et ça multiplie par 3 avec le risque de troubles d'apprentissage de la lecture. Voilà. Concernant la sociabilité, donc il y a une forme à force d'être exposé à des images quelquefois violentes, il y a un risque de désensibilisation par rapport à la violence qui devient la norme. On peut peut-être avancer. Donc, concernant l'imagination et la créativité, vous connaissez probablement cette étude de Peter Winterstein, des extraits de dessins d'enfants, hein, qui est assez manifeste, que moi j'utilise en consultation avec sur la ligne petit a des dessins d'enfants qui regardent moins de 2 heures par jour la télévision, avec une richesse, une créativité des dessins, et en petit b, les dessins des enfants qui regardent plus de 3
3 heures par jour la télévision. Donc ça, c'est assez parlant et moi, je ne me gêne pas, j'ai plastifié pour le montrer aux enfants. Et qu'est-ce que tu en penses? Et ils le regardent et ils savent s'exprimer à partir d'un certain âge et aux parents aussi, et ça parle beaucoup. Hein. Voilà, donc il y a un appauvrissement de la créativité. Il y a des effets des écrans sur le sommeil. Pourquoi? Parce que en fait, l'exposition à la lumière bleue agit sur la sécrétion de mélatonine et donc altère il y a une latence d'endormissement. La mélatonine est un déclencheur du sommeil. Donc, il y a une latence d'endormissement qui est différée, mais il y a un sommeil aussi qui est de moins bonne qualité, avec une réduction de la quantité et un sommeil souvent des réveils plus fréquents et un sommeil agité. Alors ça, c'est surtout valable pour les adolescents qui présentent une vulnérabilité du sommeil. C'est une période de vulnérabilité du sommeil avec un sommeil plus léger, le contexte, l'anxiété. Donc, si vous rajoutez les écrans en plus, ça peut vraiment avoir un retentissement cognitif et émotionnel conséquent. Voilà, l'attention, je vous en ai parlé, la mémorisation, la difficulté à faire des tâches complexes, hein, puisqu'ils ont aussi donc la question. Pour faire des tâches complexes, il faut être concentré. Et donc, comme il y a des troubles d'attention, ils ont du mal à faire ces tâches complexes. Donc, ce qui a un impact sur les résultats scolaires et une augmentation de l'échec, du risque d'échec scolaire. Tous les enfants qui consomment des écrans ne sont pas en échec scolaire, mais ça augmente le risque. Et si vous rajoutez d'autres vulnérabilités, ça augmente le risque. Donc, la dépression, l'anxiété, donc ça, ce sont des études qui l'ont montré. La notion d'hyperactivité, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, augmente l'impulsivité et favorise des troubles du comportement. Donc, les effets des écrans sur le développement concernant l'aspect physique, on va dire. Donc, il y a une augmentation de la sédentarité. On sait que la sédentarité participe au problème du surpoids, de l'obésité, et donc tout ce qui va avec, c'est-à-dire les risques cardiovasculaires et la notion de diabète. Donc, vous avez ici sur une étude qui montre donc, chez les enfants de 3 à 10 ans que 4 enfants sur 5 ne pratiquent pas une activité physique quotidienne, 4 sur 5. Et chez les adolescents, 2 sur 3 qui ne sont pas dans les recommandations d'activité physique. Donc ça, c'est des choses, c'est des chiffres. Quand vous voyez 4 enfants, vous savez, quand vous voyez 5 enfants, vous savez qu'il y en a 4 qui ne pratiquent pas l'activité physique quotidienne entre 3 et 10 ans, alors qu'ils devraient jouer, quoi. C'est quand même incroyable quand on connaît les conséquences à long terme. Voilà, je ne vous apprends rien. Donc, je vous ai mis ici les recommandations en matière d'activité physique et la sédentarité. Hein. Donc, chez les enfants de moins de 5 ans, les enfants doivent dans le cadre des recommandations, pratiquer une activité physique au moins 3 heures par jour, cumulée, hein, c'est-à-dire marcher, jouer, courir, sauter, faire du vélo, faire du tricycle, etc. Au-delà, c'est 1 heure par jour d'intensité modérée à intense et on fait un cumul par tranche de 10 minutes. Concernant la sédentarité, donc, on le verra après, donc pas d'exposition aux écrans avant 2 ans, moins de 6 ans, moins de 1 heure continue par jour, et de 6 à 17, moins de 2 heures continues par jour. On le verra dans le cadre des recommandations, que vous ayez des repères concernant les expositions.
Voilà, donc bon, bah ça reprend en fait l'idée que les enfants qui sont les plus exposés aux écrans à 4 ans ont un risque accru de surpoids et d'obésité, de syndrome métabolique à l'âge de 7 ans. On sait que plus l'exposition est précoce, plus le surpoids est précoce et plus le risque d'obésité sévère à l'âge adulte est important. Donc effectivement, toutes les autres activités sédentaires, les puzzles, les lectures, les dessins, en fait, n'ont pas tout à fait le même effet parce qu'en fait, le fait d'avoir aussi d'être devant la télévision, il y a des publicités qui favorisent la consommation, plus de consommation d'aliments gras et d'aliments sucrés. Et en plus des repas plus conséquents. Ça augmente les quantités sur les repas qui ont été pris après des visionnages de vidéos ou d'écrans. Voilà. En plus, il y a plus de consommation de produits ultra transformés. Alors, est-ce que c'est l'effet direct de la publicité? Certainement. Et bien sûr, les conséquences au niveau de l'IMC. Et puis, quand on est devant un écran, on ne fait pas autre chose, on ne fait pas d'activité physique, on dort moins et on sait que le sommeil a aussi un impact sur dormir trop, ce n'est pas bon pour le poids, ne pas dormir assez, ce n'est pas bon non plus pour le poids. Donc, ça reprend en fait les associations entre écran, sommeil, obésité. En fait, l'un entraîne l'autre qui agit de façon sur une boucle qui n'est pas très vertueuse. L'écran agit sur l'obésité. L'obésité va favoriser des problèmes d'apnée du sommeil, donc ils vont aggraver les troubles du sommeil. La lumière bleue des écrans, elle va perturber le sommeil. Les perturbations du sommeil, ça favorise la prise de poids parce qu'ils ne dorment pas assez. L'obésité va faire qu'il va avoir des difficultés à se bouger. Donc, du coup, il va avoir tendance à se réfugier dans des activités ludiques. Et puis après, il y a le problème de la moquerie, le problème du repli sur soi, perte d'estime. Donc, il va se retrouver sur les écrans dans sa petite bulle. Et voilà. Et là, on est dans un cercle vicieux concernant tous ces éléments. Alors, sur la vision, donc on sait qu'il y a une réduction du champ visuel, puisqu'en fait, quand on regarde un écran, il y a une stimulation du champ visuel qui ne se fait pas du tout de la même façon que quand les enfants jouent dehors, où ils ont une stimulation beaucoup plus large de leur champ visuel. Donc, quand on sait qu'au niveau du cerveau, l'absence de stimulation répétée de certaines zones va entraîner des séquelles à long terme, je vous laisse imaginer les problématiques que nous allons avoir. Donc, on se pose la question aujourd'hui, mais il n'y a pas d'études qui ont été vraiment validées sur le rôle dans la myopie. Voilà, la question de la lumière bleue avec les risques au niveau cataracte précoce et démêlage précoce aussi. Donc, c'est pareil, ce n'est pas vraiment tout à fait relation de cause à effet, mais on a toutes les chances de penser qu'il risque d'y avoir des problématiques aggravées de ce point de vue-là. En tout cas, on sait que ça favorise la sécheresse oculaire. On sait que ça favorise les migraines par des troubles de l'oculomotricité. Et donc, ne pas hésiter, il faut vraiment penser les enfants, les ados qui ont des problèmes de céphalée ou de fatigue. Donc, ne pas hésiter à leur faire un bilan orthoptique parce que très souvent, ils ont des troubles d'oculomotricité. Alors, ça, c'est pour un document qui reprend un peu les différents éléments sur le développement cognitif, les problèmes sur le développement psychologique, sur la santé physique et les interactions sociales, avec tout ce qui a été dit. Donc, c'est un travail de thèse qui a été fait sur l'utilisation abusive des écrans par les enfants de 0 à 12 ans.
Et donc, voilà, avec les spécificités et finalement en face, quels sont les moyens de prévention que l'on peut mettre en place. Voilà. Donc, on va voir certains éléments. Donc, ça, vous l'aurez, vous pourrez revenir dessus. Voilà, il ne faut peut-être pas diaboliser non plus les écrans et ça a quand même des effets bénéfiques. Là, on est sur un mésusage. Il y a quand même des effets bénéfiques du bon usage des écrans. Hein. Donc, il y a quand même aussi l'accès à des connaissances, des enfants qui sont curieux, qui vont chercher de l'information et qui trouvent des informations intéressantes. Aussi, parfois, aller chercher des savoir-faire sur démonter, développer certaines compétences. C'est vrai que chez les adolescents, on est toujours un petit peu ambivalent sur un enfant qui se replie un peu sur lui, puis finalement, il a quand même un tas de pairs et de contacts avec les copains et parfois les réseaux, ce qui est un élément qui le tient. Donc là, c'est toujours la balance bénéfice-risque. Après, on connaît donc le développement de l'utilisation des écrans, notamment dans le cadre de la réalité virtuelle pour les troubles anxieux, dans certaines psychothérapies. Et puis, c'est vrai que, on l'a vu pendant la crise Covid, ça peut, sur des programmes, par exemple, favoriser la motivation sur des programmes d'arrêt du tabac, sur des programmes de mise en place d'une activité physique. Ça peut agir comme stimulant et motiver certains patients. Donc, ce n'est pas non plus que du négatif. Alors, quel est notre rôle? Et on va voir les recommandations, quelle place on peut prendre devant cette problématique de santé publique. Voilà. Le médecin généraliste, comme je dis tout le temps, c'est un médecin opportuniste, c'est-à-dire qu'il reçoit des patients pour des motifs différents et rencontre une grande partie de la population et beaucoup d'enfants. 95 ou 90-95% des enfants sont suivis par des médecins traitants. Alors certes, il y a une partie des enfants qui sont suivis dans le cadre des consultations de suivi, on les voit pour des certificats, on les voit aussi pour des pathologies aiguës et on les voit aussi pour des troubles du comportement, pour des problématiques d'anxiété, de troubles du sommeil. Voilà, donc l'idée, c'est d'être en capacité d'aborder de façon systématique la question des écrans et on parle de conseil minimal écran. Au même titre que chez un fumeur, on est invité à faire le conseil minimal tabac et vous en êtes où par rapport au tabac? C'est aborder la question de l'écran. Quelque part, vous en êtes où au niveau des écrans? Comment ça se passe chez vous avec les écrans pour ouvrir la boîte de Pandore? Les enjeux, c'est bien sûr, il faut être factuel, il ne faut pas forcément diaboliser, il faut voir la relation aux écrans, qu'est-ce qui se joue à travers les écrans au sein de la famille, dans les interactions aussi. La culpabilisation, voilà, c'est parfois stérile et puis c'est contre-productif, ça n'apporte rien. Mais l'idée, on vit dans une société d'écran. Je ne dis pas qu'il faut la subir, mais en tout cas, il faut essayer de s'adapter, il faut essayer d'aider les parents à évoluer et à développer une certaine parentalité numérique pour qu'on ne soit pas sur à la fois un conflit permanent autour de cela, mais en même temps une forme d'éducation, un accompagnement des parents et qui seront donc dans ce cadre plus habiles et plus aptes à accompagner leur enfant vers un usage raisonné, raisonnable des écrans. Alors, pour ouvrir le dialogue, voilà, vous pouvez poser cette question-là. Comment utilisez-vous les écrans dans votre famille au quotidien? Ou comment, par rapport aux écrans, comment ça se passe chez vous? Et voilà, une question ouverte et qui permet d'ouvrir ce dialogue. Voilà, l'idée, c'est de faire un petit état des lieux,
rappeler les recommandations, de voir les difficultés qui se posent et voir comment on peut accompagner cette famille qui est en difficulté ou pas, ou parfois voilà, faire en sorte que ça se passe mieux et que l'équilibre de l'enfant ne soit pas mis en jeu par rapport à des surconsommations d'écran. Un exemple, par exemple, d'informations sur les écrans, quand je vois moi des petits nourrissons très tôt, hein, donc la visite dans les 6 premiers mois, les visites dans les 6 premiers mois, je pose la question systématique de le fait que la télévision soit en arrière-fond dans la maison. Je leur dis, est-ce que vous utilisez la télé est-ce que la télé est ouverte, est allumée? Oui, bah oui, mais l'enfant n'est pas devant, ok, mais voilà, les écrans, la lumière va, même s'il n'est pas devant et qu'il est à proximité, ça va capter son attention et ça a des effets néfastes. C'est la technoférence et le syndrome de la vidéo. Donc, les recommandations en matière, on peut passer. Donc, moi, ce que j'utilise beaucoup, dans le cadre des conseils, c'est les 4 pas de Sabine Duflo, qui est une psychologue qui a développé, c'est très simple, développé donc les 4 pas, le trèfle. Donc, je dis, voilà, les recommandations, c'est pas d'écran le matin, pas d'écran pendant les repas, pas d'écran avant de se coucher et pas d'écran dans la chambre. J'en ai fait un projet dans la maison de santé et en lien avec les écoles et ça marche très, très bien. Un pas à la fois, hein, donc on peut aller pas à pas pour les accompagner. Voilà, ceci leur permet donc d'améliorer, de gagner en autonomie, développer le langage. Voilà, tout ça, c'est des éléments en miroir des effets négatifs. Hein. Je vous rappelle que 15 minutes de télévision le matin pour un petit qui est en maternelle, ça vide sa capacité attentionnelle pour la matinée. Voilà. Après, vous pouvez donc les conseils aux parents. Donc, la question des écrans, l'utilisation des écrans, c'est la question du cadre. En fait, hein. Donc on donne de l'information, donc leur dire que si l'enfant s'ennuie, c'est pas grave, hein, c'est pas grave parce que c'est important pour son imaginaire, que l'importance du jeu, hein, le jeu autonome, l'extérieur, loin des écrans, ça va le permettre de développer ses compétences, ça va favoriser ses apprentissages. L'enfant a besoin de toucher, il a besoin de manipuler, il a besoin de courir, il a besoin d'un tas de choses pour se développer normalement. Donc, on leur donne des informations. Après, on leur donne les recommandations, par exemple, des 4 pas. Ça peut les aider à donner un cadre et des règles claires donc, dans le temps d'écran. La question essentielle, donc maintenant, il y a un article de loi qui est passé récemment sur l'installation d'un contrôle parental. Donc, mais ça se fait systématiquement sur les smartphones depuis 2022. Hein, je crois que il y a un article de loi qui est passé là-dessus. Donc, le fait de ne pas équiper les enfants d'un portable avant l'âge de 12 ou 14 ans, je vous rappelle, j'avais recherché ça, l'équipement du téléphone, c'est donc le smartphone, l'équipement en console et tablette, c'est dès l'âge de 7 ans. Voilà, on voit une montée en charge des smartphones, donc équipement en console et tablette. Vous imaginez, les smartphones, je crois que c'est 10-11 ans. Et plus de téléphones et de tablettes dans les familles monoparentales aussi. Voilà. Et puis, il faut renvoyer aussi chez les parents à leur propre consommation. Hein. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont sur leur smartphone, à répondre à des SMS, à regarder le Facebook, ils n'interagissent pas avec leurs enfants et donc ils donnent un modèle aussi dans le cadre d'une consommation. Donc, les renvoyer aussi à leur propre consommation. Voilà, la question des écrans dans la chambre et voilà. Alors, un élément extrêmement important, moi je dis et je répète, pas d'écran avant même 4 ans. Hein, donc, il y a Tisseron qui a dit 3, 6, 9, 12, pas de télévision avant 3 ans, c'est pas d'écran. Pas d'écran avant 3 ans, pas de console avant 6 ans,
pas d'Internet avant 9 ans et pas de réseaux sociaux avant 12 ans. Voilà, en cas de choc, engager le dialogue, mettre des mots, on pourra revenir là-dessus. Hein, donc, faire le parallèle entre la fiction et ce qui n'est pas la réalité. Laisser s'exprimer les émotions, faciliter l'expression, etc. Et rassurer. Voilà, en conclusion, pour vous, médecin généraliste, et on va échanger après, avant de penser, souvent, quand un enfant a des troubles du comportement, de l'anxiété, des troubles du sommeil, des problèmes, on a souvent tendance à penser à des troubles psy. Donc, chez un enfant, je dirais, avant de penser psy, je disais penser 10, après avoir fait une formation sur les troubles du langage et rencontré la présidente de l'AP10. Elle nous avait dit un enfant qui ne sait pas bien s'exprimer, un enfant qui ne comprend pas bien, qui a du mal à se déplacer, se sent pas bien comme les autres et donc du coup va manifester par des troubles du comportement. Donc, avant de penser psy, penser 10 et avant de penser 10, maintenant, je dis il faut penser écran, vraiment. Devant des troubles du sommeil, devant de l'anxiété, devant de l'agitation, des troubles de concentration, les enfants qui sautent partout. Voilà. Toujours explorer ce champ et les retards de langage et bien sûr les prises de poids. Merci docteur pour cette conclusion et puis pour toutes ces explications qui ont été très claires. Eh bien, écoutez, maintenant, je vous propose de répondre à toutes vos questions. Donc, si vous n'avez pas eu encore le temps de les poser, il est toujours temps. Hein, vous pouvez le faire dans l'onglet discussion de votre panneau de configuration. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions directement sur le chat et nous pourrons y répondre. Nous vous laissons quelques minutes si vous souhaitez les poser. N'hésitez pas. Effectivement, le docteur Bayard a pu vous donner quelques outils, peut-être que vous utilisez déjà ou vous présenter des outils que vous ne connaissiez pas forcément pour justement savoir comment aborder cette thématique avec vos patients. Donc, si vous avez des questions sur les outils, sur justement comment appréhender la question des écrans au niveau de vos patients ou peut-être des retours d'expérience que vous avez eu avec des patients. Surtout, n'hésitez pas à nous en faire part ou à partager. Ou peut-être que tout simplement, tout a été très clair aussi. Hein. Alors, effectivement, il existe des fiches repères par âge, de 0 à 3 ans, qui reprennent, qui sont très bien faites. Il y a aussi pour engager le dialogue, des petits questionnaires en fonction des âges. Vous avez sur le site du COSE, c'est le collectif sur les écrans, en fait, où il y a un tas d'informations qui sont extrêmement pertinentes. Et des supports qui peuvent vous servir en consultation aussi pour identifier un usage problématique et puis revenir sur les repères. En tout cas, restons simples, on est médecin généraliste, on doit aborder beaucoup de choses. Simplement, les messages pour moi, c'est la question de l'abord systématique. Alors, je vois que nous avons une personne qui a levé la main. Alors, vous pouvez poser votre question directement dans l'onglet discussion que vous avez au niveau du panneau de configuration. Donc, vous pouvez rédiger la question à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous le voyez. N'hésitez pas. Voilà, je vous envoie un petit message. Après, c'est vrai que comme vous l'avez dit en conclusion, c'est vrai que souvent, il y a pas mal de questions qui se posent au niveau des troubles de l'attention ou autres. Donc, c'est vrai que les écrans, il faut avoir le réflexe, hein, effectivement, de penser écran avant de penser à toute autre pathologie, parce qu'effectivement, ça prend de plus en plus de place hein, dans nos quotidiens. Donc, c'est vrai que c'est
c'est une vigilance qu'il faut avoir effectivement avant de penser au niveau des pathologies. Alors, c'est vrai que je rappelle les temps d'écran, donc vraiment pas d'écran avant 3 ans. Globalement, on dit entre 3 et 8-10 ans, c'est demi-heure maximum, 1 heure d'écran. Et au-delà, c'est moins de 2 heures par jour et surtout en évitant des moments continus. Donc, vous voyez, on est très, très loin quand je vous disais qu'à 11 ans, quand vous avez un enfant devant vous, globalement, il faut penser que potentiellement, il est à 5 heures en moyenne et à 15 ans, à 8 heures d'écran. Et dans consultation, l'idée, quand on aborde la chose, c'est de faire du lien entre certains mal-être ou certaines manifestations qui sont amenées en consultation et dire, et c'est peut-être les écrans. Moi, ça m'arrive régulièrement chez des jeunes filles en particulier qui arrivent complètement stressées, angoissées, qui dorment pas très bien, qui ont des… Je fais le lien et je dis, bon, les études ont montré que le fait d'être plus de 2 heures par jour sur ton téléphone portable, ça augmente ton niveau d'anxiété et ça augmente les idées noires que tu peux avoir, les envies quelquefois de te foutre en l'air, etc. Et ça, c'est, écoute, si tu veux, je te propose, est-ce que ça te semble possible de réduire un petit peu le temps? Et ils cheminent tout doucement, voilà, ça leur permet de comprendre et de devenir des acteurs. Oui, et puis déjà d'avoir une prise de conscience, parce que c'est vrai qu'il y a des choses aussi qui sont faites un peu machinalement, hein. C'est vrai qu'il y a une célèbre chanson qui en parle, mais c'est vrai que voilà, on a tous tendance à avoir beaucoup de choses sur le téléphone et du coup, ça devient tellement un réflexe que c'est bien de prendre un peu de recul et de s'interroger aussi sur notre consommation à chacun, effectivement. C'est ça. Et surtout dans les comportements des parents et leur propre consommation, hein. Si vous avez le temps, allez voir cette superbe étude de médiamétrie, hein, qui est très, très, très fournie sur les pratiques des parents en termes de consommation d'écran et tout ça. C'est quand même assez impressionnant. Très bien, eh bien, je pense que nous allons pouvoir clôturer ce moment d'échange. Merci pour votre participation, docteur, et merci également aux participants qui ont visionné ce webinaire. Donc, retrouvez tous les replays de nos webinaires santé sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn. Donc, il y a déjà différentes thématiques santé qui ont été abordées. Il y a eu les dépistages des cancers, il y a eu les maladies chroniques, le tabac. On est dans le cadre du mois sans tabac, donc il y en a eu un aussi sur le tabac, etc. Donc, si vous êtes intéressé également pour participer à nos futurs webinaires, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site amélie.fr dans la rubrique près de chez vous. D'ailleurs, donc, nous vous proposerons un autre webinaire sur la thématique des écrans le 15 décembre à 13 h. Donc là, c'est un webinaire qui est ouvert au tout public. Donc, vous pouvez, sur le site amélie.fr dans la rubrique près de chez vous, également vous inscrire si vous souhaitez y participer. Et donc, vous retrouverez également plus globalement toute la programmation des webinaires à venir. Si vous êtes également, en tant que professionnel de santé ou partenaire, intéressé pour animer un webinaire, n'hésitez pas à contacter le service prévention de l'ACPAM du Tarn. Encore merci, docteur, pour votre participation et ces explications qui étaient très claires. Merci à tous pour votre attention et puis très bonne soirée.